maintenant, comme j'avais dit, c'est moi qui va prendre la parole, mais avec la très dure tâche de parler après le professeur Ebra, c'est pas du tout évident, c'est juste l'inverse, c'est très dur quand même. Mais d'une certaine façon, je crois qu'on avait pensé, Fernando, Nusmar, moi-même, Cláudia, de contempler avec la présence d'un historien qui fait l'histoire culturelle, d'essayer de donner une approche de l'histoire culturelle sur les technologies. C'est quelque chose un petit peu ressemblable peut-être avec ce qu'avait dit M. Ubu à la conférence d'ouverture, mais pour essayer de saisir, essayer d'aborder les technologies en tant que technique, en tant que technologie qui pose forcément des implications, des changements de pratiques. En fait, dans un mot, je pourrais dire quand même qu'il s'agit des rapports entre les techniques et les pratiques. En quelle mesure les changements d'une interfèrent va faire changer l'autre. C'est à peu près cela. Et c'est justement dans ce cadre que je vais parler de quelque chose qui va dans ces chemins, mais c'est plutôt avec un regard qui c'est plutôt proche de l'analyse du discours à la française, comme on dit toujours au Brésil. Et ça pose quand même des problèmes, c'est déjà une question, c'est déjà un sujet. Bon, le titre de mon intervention, c'est du discours politique sur l'écran pour une analyse du discours sur le patronage d'Hermès. Je commence. Malgré les postulats qui prennent en considération aussi bien la production du discours et des effets de sens, à travers les notions d'interdiscours, formation discursive, mémoire discursive, que l'importance de la langue, de la syntaxe y compris, au moyen des concepts d'intra-discours préconstruit, discours rapporté, la réflexion et l'analyse du discours depuis ses premiers pas suggérait, ouvrait des chemins, mais ne travaillait pas effectivement sur l'instance matérielle de transmission du discours. C'est justement à partir de là que nous voudrions soutenir en développant une traduction brésilienne d'analyse du discours qui, si l'on peut penser aux technologies du langage sous la forme d'une salutaire et nécessaire réflexion autour des enjeux du traitement automatique des langues naturelles et donc de la traduction, de la construction linguistique des espaces et des communautés virtuelles, de la circulation à toute vitesse des informations et du rôle de l'ordinateur dans la production scientifique, on peut et on doit aussi prendre en compte les technologies en tant que support matériel à travers lesquels les discours circulent et signifient. Bien que Michel Péché, dans ses derniers textes, ait parlé des mutations du discours politique en affirmant que ces champs du discours étaient déjà quelques années définitivement liés aux médias, et bien que New Orleans ait conçu la trichotomie constitution, formulation, circulation, en ajoutant que la troisième instance reste encore en tant que les points à être meilleurs développés dans la discipline, l'AD, au moins en ce qui concerne les discours politiques, a continué à donner moins d'attention qui, en fait, les supports matériels du discours les mériteraient. En somme, ce qu'on souhaiterait bien mettre en évidence, c'est tout simplement que les modifications de l'objet de l'analyse imposent effectivement des changements théoriques et méthodologiques. Et dans un mot, que la circulation fait du sens. Dans l'histoire récente des échanges scientifiques entre le Brésil et la France, il y a un phénomène intéressant qui concerne la linguistique brésilienne. Je vais essayer de contextualiser un petit peu comment l'analyse du discours est rentrée et développée au Brésil. L'un de ces domaines de la linguistique brésilienne, comme je disais tout à l'heure, l'un de ces domaines les plus connus et les plus productifs, c'est celui que l'on nomme analyse française du discours, analyse du discours française. Évidemment, les paradoxes selon lesquels une activité scientifique brésilienne est qualifiée de française n'est qu'apparent. Il s'agit, comme on le sait, au moins quelques-uns parmi nous, il s'agit, comme on le sait, d'un champ de savoir développé au Brésil à partir d'un ensemble de postulats théoriques et méthodologiques
élaborée ou développée par le philosophe Michel Péché et son groupe de recherche à partir de la synthèse entre une certaine linguistique, un certain marxisme et un peu de psychanalyse en France à partir de la deuxième moitié des années 60 au sein du courant structuraliste. C'est précisément sur le développement de ces champs de savoir, aussi bien en France qu'au Brésil, que nous aimerions réfléchir et par là tenter de déboucher quelques déplacements éventuels de théories, de méthodes d'analyse brésilienne du discours politique par rapport au changement et aux complexités de la parole politique contemporaine, métamorphose de contenu, d'expression et de circulation. Nous fondons notre réflexion sur l'hypothèse très chère à l'analyse du discours, selon laquelle la production et l'interprétation du sens s'instaurent comme incarnation du discours dans l'histoire. Nous pensons qu'il faut donc, pour repérer les mécanismes de construction du sens, prendre en considération tout en même temps la constitution historique du discours, sa formulation linguistique sous la forme des genres, des énoncés, des syntagmes, et sa matérialisation dans un médium. Nous sommes d'avis qu'une analyse de cette ampleur ne pourra être entreprise qu'à condition de faire la synthèse des avancées théoriques et analytiques développées différemment en France et au Brésil, en prenant en compte chacune de ces trois dimensions précitées. Notre point de vue, qui a certes une visée comparative, est cependant produit à partir de la situation brésilienne. Nous assumons pleinement en cette matière notre subjectivité latino-américaine, bien sûr. Je passe une autre partie de mon texte. Bon, je commence par là. Bon, bien des développements et des avancées ont été entreprises par l'AD brésilienne depuis son introduction au Brésil par le professeur René Orlandi, surtout à Campinas. Mais j'ajouterais, mais aussi ailleurs. Il y a pas mal de groupes très solides d'AD aux États de Rio Grande do Sul, à Santa Catarina et à l'intérieur de l'État de São Paulo, notamment à Araraquara et plus récemment à São José do Rio Preto, parmi dizaines d'autres répandus au Brésil. L'organisation même de ces colloques les ratifie. Les heureuses et productives rencontres entre Cláudia Vanderlei, qui a conçu le projet et qui nous a poussé à les mettre à jour, Fernando Hartmann, qui j'ai déjà fait référence, Luzmara, qui est à mon côté, et moi-même, et entre nous et le multilingualisme à l'UNESCO, ont été la condition de possibilité pour que nous tous soyons aujourd'hui ici. Nous voudrions essayer de mettre en lumière certains déplacements et changements théoriques et méthodologiques d'analyse du discours au début des années 80, au moment de l'instauration de l'AD française au Brésil et simultanément de la mort de son principal fondateur. Je me réfère bien sûr à Michel Péché. Déplacements qui nous permettront de proposer quelques retouches ou voire possibilités épistémologiques. Ces transformations ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. En France, peut-être, pourrait-on affirmer avec Jean-Jacques Courtine, membre du groupe de Michel Péché, que l'analyse du discours s'est de plus en plus grammaticalisée. En effet, il serait plus précise, au moins à mon avis, parler aujourd'hui d'un tournant rhétorique, d'un tournant pragmatique, voire conversationnel de l'analyse du discours, si l'on pense par exemple au dictionnaire de Manguenot et Charodot, par exemple, ou même au numéro des marges linguistiques dirigé aussi pour Manguenot. Il y a tout de même, j'ajouterai tout de suite, à partir de la deuxième moitié des années 80, d'après les récentes critiques de Jean-Jacques Courtine 2003 et de Jacques Guillaume 2004, un certain écart de quelques analystes de la dimension historique. Au Brésil, en revanche, il existe encore une tendance à conserver une approche historique, ou plutôt politique, du discours, avec une sorte de préservation des postures politiques engagées propres à la fin des années 60, sous la forme d'une posture critique, comme je disais. Et j'ajouterai tout de suite que cette posture, d'ailleurs, elle peut sembler quand même, en certains regards français, quelque peu dépassée. J'ai déjà entendu pas mal de fois, d'ailleurs. Nous sommes d'avis que pour penser les changements épistémologiques de l'AD et saisir son évolution historique depuis ses origines,
il faut prendre attentivement en compte les renouvellements proposés par Michel Péché lui-même, ainsi que son groupe, de manière à pouvoir suivre les déploiements ultérieurs, fussent-ils français ou brésiliens. Dans ces derniers textes, comme je disais tout à l'heure, Michel Péché parle en effet des mutations du discours politique, et ces domaines du discours étaient alors déjà définitivement liés aux médias. La langue des bois s'était transformée en langue du vent, et les élections s'étaient mises à ressembler à manifestations sportives retransmises par les médias. Les modifications de l'objet de l'analyse avaient déjà imposé des changements théoriques et méthodologiques, bien sûr, mais selon moi, n'était pas encore le temps de prendre en compte le discours politique médiatisé. Et comment on pourrait faire quelque chose autour de ça? Bon, on va voir tout de suite. C'est à partir de là que Jean-Jacques Courtine, après avoir travaillé au début des années 80 sur un corpus de discours politiques écrits, comme l'on faisait traditionnellement en AD, va infléchir considérablement sa démarche vers une perspective historique. Il va également postuler que, je le cite, faire de l'analyse du discours, c'est apprendre à délinéariser les textes pour restituer sur la surface lisse des mots la profondeur des indices d'un passé. En outre, Courtine affirme qu'il n'est pas possible de faire la même AD quand il s'agit de discours politique traditionnel écrit ou parlé dans une tribune, et quand il s'agit de discours politique transmis à la télé. Bon, j'ai écrit télévision, mais pas comme ça. Ou en résonance avec le langage verbal, les corps, les images et l'écran jouent un rôle indispensable. Au Brésil, les travaux les plus solides, les plus remarquables, qui sont devenus des références très importantes pour les recherches ultérieures sur le discours politique, se sont accomplis sur des corpus écrits. Il faut mentionner les ouvrages de Aquiles Accabi, Argumentação e Discurso Político, 1969, de Neerland e a Linguagem e seu Funcionamento, 1983. C'est plutôt quelques articles où elle analyse le discours politique. Pas tous les livres, mais quelques articles. De José Luiz Fiorin, o régime de 64 du discours d'idéologie, avec une perspective, une approche qui c'est plutôt de la sémiotique à la Greimas, pas de l'analyse du discours à la française, traditionnellement, mais quand même c'est du discours politique. E, plus récemment, les travaux de Friedenburg, A Fala dos Quartéis e Outras Vozes, c'est en 1997, e l'ouvrage dirigé par Indursk, elle-même, e Ferreira, Os Múltiplos Territórios da Análise du Discours, 1999. Même si la pertinence analytique historique de ces études est incontestable, on a encore besoin, à mon avis, d'élargir le domaine des objets d'analyse pertinents. En France, en suivant les parcours de publication de la revue Mots, le langage politique, tout au long des deux dernières décennies, on constate clairement une inflexion des objets et des approches concernant le discours politique qui intègrent les paradigmes médiatiques. Nous pensons particulièrement au numéro 20, La politique à la télévision, 1989, au numéro aussi 40, Écoute, écho de politique, 1994, et le numéro 67, La politique à l'écran, l'échec, 2001, consacré aux relations entre la politique et les médias, au support médiatique, qui d'une certaine façon outrepasse la tendance lexicologique prédominante dans les numéros antérieurs. Cependant, les études les plus récentes, comme par exemple celui de Patrick Charodot, Le discours politique, les masses du pouvoir, qui vient de sortir en 2005, ne prend plus compte de la dimension historique de longue durée, laisse de côté certains traits anthropologiques de la communication politique dans les médias, et surtout, à mon avis, minore le poids des médias qui participent très largement à l'actualisation de la communication politique contemporaine. J'ai ajouté une note ici pour parler des mérites, qu'il y a quelques mérites quand même, à mon avis, sur l'ouvrage de Charodot, mais je peux revenir après au débat. Je passe à la dernière partie de mon exposé. Évidemment, les conditions de production du discours et par conséquent du discours politique contemporain englobent un grand nombre de raisons, de causes et de facteurs qui leur marquent de leurs contraintes. Ainsi,
trouvait-on indissociablement lié des raisons anthropologiques, historiques qui entrent dans sa constitution, des causes conjoncturelles qui infléchissent sa formulation et des facteurs matériels qui réduisent sa circulation. Mais il est cependant possible de mettre l'accent, pas exclusivement bien sûr, sur l'un de ces paramètres, comme nous essayons de le faire ici par rapport aux technologies du langage, ou plus précisément aux outils technologiques conçus comme médiums. Le déplacement du discours politique de la tribune à la télévision signe l'inversion d'un certain paradoxe. À la tribune, l'orateur traditionnel est, comme le décrit Courtine, sur les regards éloignés de la foule qui assiste à la performance, de façon à que l'ensemble des auditeurs instaure un rapport avec les politiciens fondé sur une distance proche. Par contre, à la télévision, le politicien est soumis au regard proche du téléspectateur électeur et d'une certaine manière n'est pas là tout en étant là. En un mot, il s'agit d'une relation de proximité lointaine. En effet, les innovations technologiques ont beaucoup changé les pratiques de production et d'interprétation des discours politiques. Sans doute, il faudrait-il faire une histoire, parce que c'est une affirmation quand même dangereuse, parce qu'après tout que je viens d'entendre, je devrais peut-être changer ce que je dis là, mais quand même je dis qu'il faut qu'on fasse une histoire sur ça. Sans doute, il faudrait faire une histoire qui mettrait en rapport les changements rhétoriques, les modifications des conduites corporelles avec la série de transformations technologiques dont la transmission de la parole à la distance a été l'objet depuis le début du siècle. Cette proximité lointaine correspond à une soi-disant distance d'intimité dans laquelle le téléspectateur est installé et qui caractérise le langage télévisuel. Si aux interactions de terrain, on a affaire à une rencontre réelle de l'acteur politique face à la foule, à la télévision, cette rencontre est produite sous la forme d'une illusion. Toutefois, en même temps que le dispositif spéculaire de l'écran interdit une vraie assimilation du corps réel de la perception, il procure un effet de leurre référentiel grâce à sa capacité d'associer l'image au son et au mouvement. Les corps politiques ou les corps du politicien à la télévision est une image tributaire des paramètres visuels et des choix de mise en image opérés par les sphères de réalisation. Échelle de plans, angle de prise de vue, cadrage, mouvement de caméra, etc. En considérant les 4 variables conçues pour Terre Noire, à savoir la surface occupée par les protagonistes, son orientation, sa centralité par rapport à l'écran et la profondeur des champs dans lesquels il s'inscrit, nous pouvons avancer en affirmant, à l'instar de Coulon-Gouly, que le corps des politiques, le corps des politiciens, est tout d'abord un visage. Une fois que la télévision privilégie les plans rapprochés et les gros plans. Et en plus, les politiciens à la télévision ont encore une silhouette. Il n'est plus un corps, vraiment, mais une image dont les mouvements et les gestes sont, à la suite d'un processus historique de longue durée, contrôlés et adoucis. Un visage, une silhouette, bien sûr, mais pas seulement. Considérant que la télévision est un médium audiovisuel, les politiciens est aussi une voix orale écrite. Au passage des gestes longs et théâtralisés de l'orateur politique à la tribune aux gestes expressifs mais fortement contrôlés à la télévision, correspond le changement de la voix qui était pulmonaire, à mon avis, pour un défaut des autres mots, je les appelais comme ça, la voix qui était pulmonaire, lorsque le seul instrument pour la faire matérialiser était les cordes vocales, a passé à amplifier avec le microphone et à capturer et transmise à la radio et à la télévision. L'enregistrement de l'image du son ouvre la possibilité d'un regard sur soi et d'une écoute de soi, et par conséquent d'une autocorrection. La voix est devenue de plus en plus dosifiée. Les tonalités se sont spectacularisées
se sont spectaculairement adoucis depuis le temps où Jaurès pouvait sans micro se faire entendre des dizaines de milliers de spectateurs. L'intensité a été ramenée en plus juste mesure et la courbe mélodique est descendue de ses auteurs. L'aspect tonitruant de la voix au cinéma et au commencement de la télévision a quasi disparu, y compris dans les prises de parole des hommes politiques devant la foule, qui depuis quelques dizaines d'années est dissolue. En adoptant l'hypothèse de Denis Das, selon laquelle, je le cite, la voix de notre interlocuteur ne parle plus que son discours, ce n'est pas une hypothèse qui va de soi. Colomboli avance le postulat suivant. Rappelons que la télévision se caractérise par une forme d'écoute probablement moins attentive aux mots prononcés et à leur signification qu'au son. Plus que verbocentriste, la télévision est vococentriste. Au-delà, ou plutôt en deçà de la signification de ce qui est dit, on y perçoit la voix dans sa matérialité, la chair de la voix sur l'essence des mots. Fin de citation. C'est mon dernier paragraphe du jour. Différence d'espace et de temps, différence liée au corps, à la voix et au verbe, et configuration de l'objet privilégié d'une discipline qui est née en analysant cet objet humain et qui néanmoins n'a pas toujours rendu compte de ses métamorphoses capitales. Ce que nous avons essayé de montrer dans ces brefs et préliminaires travail sur le discours politique contemporain, c'est la nécessité à la fois d'une réflexion sur l'histoire et l'épistémologie de l'AD, à travers, comme vous avez vu, la comparaison entre le développement français et brésilien de la discipline, et d'une interrogation sur la validité d'une approche qui intègre l'analyse du discours, l'anthropologie historique et l'histoire culturelle, dans ce que j'appelais ici, dans une sémiologie historique du discours politique contemporain. Peut-être serait-il intéressant de rappeler la rhétorique classique qui comportait 5 parties sans jamais les dissocier. L'inventio, la dispositio, le locutio, l'actio et la memoria, auquel nous pourrions associer la trichotomie dont je parlais au début de mon exposé. La trichotomie constitue quoi? Orlandi, constitution, formulation, circulation. Ainsi, à notre avis, il serait possible d'essayer de prendre en compte pas seulement l'histoire et la mémoire du discours et sa formulation, mais aussi sa transmission et sa circulation qui font toujours du sens. Autrement dit, il ne faut pas oublier que, différemment des anges qui transmettent la voix de Dieu sans aucun détour et sans aucune altération, l'infidélité involontaire, parce qu'elle est constitutive d'Hermès, n'est pas sans effet sur les effets des sens. Merci beaucoup. Merci surtout pour votre patience, parce que mon texte n'est pas tellement court, juste l'inverse. Je passe tout de suite la parole à Luz Mara Cursino Ferreira, pour qu'on puisse avoir du temps après pour en discuter.